Philippe Bouvard officiel vous propose le cultissime grosse tête. Merci de venir vous divertir un peu avec nous d'une actualité qui, hélas, ne prête pas complètement à sourire. Voici vos grosses têtes. Bel exemple d'un talent solide transformé quotidiennement en liquide, Jean-Jacques Perroni. Il fleure bon le Havane bagué, l'eau de toilette griffée et l'impertinence hypocrite, Jacques Maillot. Sous la terreur, il eut présidé le tribunal révolutionnaire, Bernard Mabille. Un gourou philanthrope qui vous prend le pouls mais qui tout de suite après vous donne de l'argent, Jean-Pierre Foucault. Expert en légumes, il pèle aussi bien la carotte que le jonc, Jean-Pierre Coff. Et puis, notre invité d'honneur, il n'est plus à l'intérieur, mais il reste au cœur, au centre de la politique française, Daniel Vaillant. On doit vous appeler Monsieur le Ministre, puisque c'est une appellation à laquelle vous avez droit jusqu'à la fin de vos jours, en principe. Oui, droit ou je dois le supporter? Oh, c'est pas des... quoique, il doit être plus agréable de s'entendre appeler Monsieur le Ministre quand on l'est encore, hein. Ah oui, bon, enfin, ça peut revenir. Ah, bien sûr. Mais dans ce cas-là, alors, il faudra renoncer au fauteuil de maire du 18e arrondissement de Paris qu'on vient de vous donner. Voilà. Hein. Est-ce que vous pensez que Sarkozy s'inspire souvent de vos formules et de vos projets? Ah oui, je crois que ça lui est arrivé. Je me souviens quand il est arrivé, il a dit « la peur doit changer de camp ». C'était justement un élément de discours que j'avais tenu. Oh, attendez, là vous aviez copié Pasqua qui disait, lui, si mes souvenirs sont exacts, terrorisons les terroristes. Oui, mais enfin ça, je trouve que la formule c'était choquant. Terrorisons les terroristes, c'est bien. Mais enfin, il y a eu des actes terroristes derrière. Donc, non, la peur doit changer de camp, c'est-à-dire, en gros, bon, dans la société, il faut que les délinquants sachent qu'ils n'auront pas l'impunité, comme on dit. Ça, c'est ce qu'on appelle un discours sécuritaire. Or, vous avez accusé ceux qui vous ont succédé au pouvoir d'en avoir usé et abusé. Non, moi je suis pas sur cette guerre des mots. Vous savez, en France, c'est terrible. Hein. Alors, quand on est pour la sécurité, c'est bien. Sécuritaire, c'est mal. Quand on est pour la liberté, c'est bien, libertaire, pas du tout. Le pire, c'est la tolérance. Hein. Alors, on est pour... Il y avait des maisons pour ça. Oui, mais justement, alors, être intolérant, c'est très moche. Être tolérant, c'est bien, et les maisons de tolérance, c'est l'abomination. Donc, vous voyez un petit peu... écoutez, franchement, Jacques Maillot, vous assumez ça, vous. Moi, les maisons de tolérance... Ah oui, vous n'allez plus les ouvrir. Oui, donc les mots. Nous sommes plusieurs ici à regretter de ne pas les avoir connus. Mais c'est peut-être pour ça qu'on en a la nostalgie, hein. Ah ben, je sais pas si vous ne les avez pas connus, comment... Non, mais c'est pas ça, c'est qu'en fait, vous les avez protégés, parce qu'il y en a toujours, et que tous les ministres de l'Intérieur protègent plus ou moins des claques clandestins. Si vous les connaissez pas, je vais vous y emmener. Coff, quand même, vous me... je suis effondré par ce que vous dites. Ah bah, vraiment. Le petit coffre illustré, il y a tout dedans. Non, mais il y a des maisons quand même. On peut pas dire le contraire. Je sais pas, je connais pas bien, là. Ah bah, écoutez, alors les services de renseignement font quoi? Quand j'étais ministre de l'Intérieur, jamais cette question s'est posée. En revanche, quand j'étais ministre de l'Intérieur, j'ai fait ouvrir les coffres de voiture, moi. Ah oui. Les coffres de voiture. C'est pas confortable. Il y avait beaucoup de jeunes femmes. Il y avait beaucoup de femmes légères dans les coffres de voiture. C'est pas confortable. Non, il y avait surtout des armes qui n'étaient pas légères, c'est-à-dire des armes lourdes. Des armes lourdes. Oui, mais un gouvernement qui rouvrirait les claques, les maisons de tolérance, il est là pour 50 ans. Ah bah oui, c'est un bienfaiteur de l'humanité, fatalement. Ça soulage. Au bout de 50 ans, ministre de l'Intérieur, on est en mauvais état, c'est sûr. Vous avez vu que on pense à des remaniements ministériels, mais ça c'est une loi du genre, et surtout à la suppression de 10 ministères. Vous vous rendez compte?
C'est pas vrai. Lesquels? Encore un plan social? Ça va encore faire du cheveu. Il dégraisse le mammouth. Ça fait encore du chômage en plus. Ah ouais, ouais. D'autant qu'un ministre, il sait pas faire autre chose, généralement. C'est dur à recaser, hein. Ah ouais. Oh, je dis, ça peut faire maire, non? Quand il y a des élections. Ouais. Parce que ça fait maire, c'est moins bonne paye que ministre, quand même, non? Oh, ça dépend des villes, non? Maire d'arrondissement, c'est que dalle. Rien. Non, c'est beau le geste, hein, donc vouloir être maire d'arrondissement. Ça dépend un peu du nombre d'administrés. Non, non, maire d'une ville, je dirais normale, effectivement, c'est en fonction du nombre d'administrés. Ouais. Mais maire d'arrondissement de Paris, Lyon ou Marseille, on a une indemnité en tant que conseiller de Paris, Lyon ou Marseille, mais pas une indemnité spécifique de maire d'arrondissement. Je trouve ça très bien d'ailleurs. On voyait Fernand Reynaud dans sa UPI. Mais le 18e a presque autant d'habitants qu'une préfecture. Oui, 190 000 à peu près. C'est pas mal, hein. Ah oui, c'est une ville comme Rennes, à peu près. Ouais. Alors on supprimerait donc des ministères inutiles. Vous en voyez là qui servent à rien? Non, des ministères inutiles, non. Des ministres peut-être, mais... J'aime bien la nuance. Alors nous sommes mercredi, donc la fonction éditoriale, comme on dit, elle est assurée par des dessinateurs humoristes des hebdos satiriques. On voit par exemple dans le Canard enchaîné Lynn Renault qui est en pleurs sur l'épaule de Chirac. Ils ont dû lui donner un petit banc. Et elle dit, Jacques, ils veulent me boycotter à Las Vegas. C'est vrai que ça ira jusque-là, hein, le protectionnisme irrité des Américains. Ah oui, s'ils boycottent la machine à soudeline, ça va être terrible. On voit à Bagdad Saddam qui réunit ses sosies. Vous savez qu'il en a une bonne vingtaine. Moins que Sarkozy, mais... peut-être que c'est plus dur à trouver. Ils sont tous lyonnais, il paraît, parce que les sosies sont de Lyon. Et alors il leur dit, après un discours vigoureux et patriotique, il leur dit « Et celui qui me trahira, j'oublierai pas sa gueule !» Ça vous fait pas rire? Si, moi je suis très bon public, monsieur Bouvard. Oui, j'avais remarqué. J'aime bien, moi je suis content d'être dans votre émission. C'est vrai que ça serait dans un contexte différent, ça serait mieux. Mais bon, le rendez-vous était pris depuis longtemps, et donc, malgré la tristesse, les 3 policiers hier, je veux le dire quand même, parce que je voudrais pas que les gens soient choqués, personnellement, ça m'a beaucoup, je dirais, affecté de voir que trois jeunes... Ça vous a rappelé des souvenirs qui n'étaient pas parmi les plus drôles quand vous solidaire, là, en l'occurrence... Quand vous présidiez les obsèques de gens qui avaient payé de leur vie le maintien de l'ordre. Là, on a fait une remarque que vous allez pouvoir sûrement confirmer ou infirmer. On a dit, s'ils se sont tués, c'est parce qu'ils se sont lancés dans une course-poursuite après des malfaiteurs, alors qu'ils ne disposaient pas d'un matériel automobile adapté. Sûrement, c'est pour cela qu'il faut que les policiers fassent leur travail. On est un petit peu sérieux là, mais on va revenir ensuite à la vie, tout simplement, et aussi à la distraction pour ceux qui nous écoutent. Mais je pense qu'il faut que les policiers fassent leur travail, qu'ils aient le matériel pour le faire, mais en même temps, il ne faut pas, au nom, d'une culture du résultat à tout prix, s'engager comme ça trop vite sur sur les trousses de petits malfrats qui doivent être arrêtés et sanctionnés. Et moi, je vais vous raconter hier soir, je suis rentré chez moi, avant-hier soir, il était minuit et je sors d'un taxi et il se trouve que juste la maison mitoyenne de la mienne est une maison où il y a beaucoup de policiers. Et il y avait un jeune gardien de la paix qui devait avoir 24-25 ans qui me salue comme si j'étais un notable. Enfin, ils font ça de temps en temps et je trouve ça drôle. Et je lui dis ça va et je vois, il me regarde et il dit non, et il avait 2 larmes qui coulaient comme ça le long de ses yeux. Alors je lui dis qu'est-ce qui se passe, vous avez des ennuis, des soucis? Il me dit j'ai 3 camarades qui sont morts là il y a 1 heure, on vient d'apprendre ça, on a quand même un métier terrible et on n'est pas respecté. Et c'est vrai qu'on peut avoir cette pensée là aussi, c'est que le corps des policiers, même si c'est vrai, des fois ils font chier, même si, enfin, on sait bien tout ce qu'on pense mais au moment où la douleur est là, il faut avoir de la solidarité quand même avec ces gens-là, je trouve. Totalement d'accord avec M. Coq. Et M. Bouvard,
moi je suis solidaire de la famille police et du ministre de l'Intérieur dans une épreuve pareille. C'est-à-dire que il est hors de question d'exploiter ce type de drame, parce que je trouve que la vie d'homme... À propos de l'exploitation, dans ce livre qui, depuis que je sais que vous serez mon invité d'honneur, est devenu mon livre de chevet, et qui s'intitule « La sécurité, priorité à gauche », vous dites quelque chose de bien troublant à partir d'un personnage qu'on a beaucoup vu à la télé, un peu avant les élections, dont le drame personnel aurait, paraît-il, fait pencher la balance électorale vers la droite. C'était un brave octogénaire d'Orléans. Monsieur Boise. Monsieur Boise, Paul. Boise. Et alors vous dites que il a été tabassé, et c'est d'ailleurs l'émotion publique est venue de là, dans des circonstances troublantes. Qu'est-ce que ça veut dire, circonstances troublantes? Je crois d'ailleurs que la presse a fait la relation d'enquête difficile sur ce sujet. Il faut souhaiter que l'auteur ou les auteurs soient bien sûr retrouvés et déférés à la justice et sanctionnés par elle, parce que je crois que ce visage tuméfié, cette maison brûlée, c'était tout à fait scandaleux, je le dis dans le bouquin. En même temps, c'est vrai qu'il y a des tas de commentaires qui sont faits encore aujourd'hui sur les circonstances dans lesquelles cette affaire est arrivée. C'est le commentaire qui vous paraît troublant, pas le fait lui-même. Oui, le fait est dramatique. Oui, mais en même temps, dans les circonstances où c'est arrivé, le jour où c'est arrivé, la manière dont ça a été, je dirais, donné au public normalement pour vous faire. Vous pensez que les agresseurs étaient envoyés par des partis de droite? Oh non. Ah bon, n'allez pas jusque. Non. Je souhaite simplement qu'on sache la vérité, que les auteurs soient sanctionnés, mais que tout soit mis, comme pour les autres affaires, celle d'Evreux et quelques autres dont on a eu, hélas, à les constater durant cette période préélectorale, disons. Voilà, j'ai voulu faire cette allusion parce que c'est vrai que moi je ne sais pas aujourd'hui ce qui s'est vraiment passé. Les ministres sont jamais au courant. Hein. S'agissant d'une affaire de justice, j'espère qu'il est normal que vous compreniez que les ministres de l'Intérieur ne peuvent pas être au courant des affaires de justice. Attendez, au départ, c'est la police qui est au courant. La justice ne sait jamais que ce que la police lui apprend. Oui, mais c'est l'enquête. C'est la police judiciaire sous l'autorité des magistrats. C'est dans la fonction de policier judiciaire. Bon, c'est un peu sérieux tout ça. Hein, mais vous savez, on est en état de temps en temps de parler sérieusement. Qu'on puisse pas parler. Regardez, Monsieur Foucault, qui est un des derniers remparts de la culture sur TF1. Non, mais c'est vrai, j'en vois pas d'autres. Hein. Et en plus, c'est une culture récompensée. Oui, mais c'est normal. Elle est rémunérée pour une fois. Pourquoi pas, après tout? Je peux poser une question, monsieur le ministre? Pourquoi les seules personnes qui, dans Paris, par exemple, vont vite, brûlent des feux pour la bonne cause, ne portent pas de ceinture? Ce sont les seuls qui prennent des risques et qui ne portent pas de ceinture, et on dit c'est pour qu'ils puissent gicler plus facilement. Est-ce que c'est pas un peu ridicule à votre avis? Est-ce que ce serait pas plus prudent qu'ils la mettent? Oui, moi j'incitais plutôt les policiers à mettre leur ceinture, y compris dans la voiture du ministre de l'Intérieur, le policier qui était sur le siège avant, donc, porter la ceinture, voyez. Alors c'est vrai peut-être que pour des rondes où les voitures de police vont doucement. C'est souvent comme ça, monsieur Vaillant, le policier qui est devant le ministre porte la ceinture et le ministre qui est derrière le policier porte le chapeau. Oui, c'est vrai, mais... Et souvent baisse son front, en général au ministre. Mais vous avez remarqué, c'est souvent les ministres qui nous demandent de nous mettre la ceinture, c'est ça. Mais enfin, c'est vrai que, monsieur, ils ont tendance quand même souvent à porter le chapeau, vous avez raison, monsieur Bouvard. Mais dans le bois de Boulogne, il y a des dames qui portent pas de ceinture, même portent rien du tout, qui montent dans des voitures, c'est pas prudent, je veux dire. Ça peut être dangereux. Et en plus, elles ne regardent pas devant elles, souvent. Oui, mais alors elles regardent pas toujours devant elles. Oui. Je vous dirais que quand même, ces montées qui sont un peu rapides, mais la sympathie, ça se discute pas, sont précédées par des essais de phares qui montrent qu'il y a un souci de sécurité. On essaye ses phares et ses freins avant de faire monter quelqu'un, et ça c'est bien. Oui, c'est marrant d'ailleurs, sur la route un appel de phare, ça veut dire radar, dans le bois de Boulogne ça veut dire pute. Alors, radasse. Une première citation, c'est Madame Bresson de Pierrefonds qui vous demande d'en identifier l'auteur, qui a dit: de nos jours, il n'y a plus que deux sortes de piétons, les rapides et les morts. Qui a pu dire ça? Il est mort, mais pas écrasé. Desproges? Non. Coluche? Non.
Il y a beaucoup de comiques qui ont disparu. Méfiez-vous, hein. Oui, c'est santé fragile, oui. Il faisait de la scène? Et il faisait de la scène. Le Luron? Il était prodigieusement Francis Blanche. Francis Blanche. Bonne réponse de Jacques Maillot. Daniel Vaillant, est-ce que vous estimez toujours qu'un bon ministre de l'Intérieur est un ministre qui sait se faire oublier? Je pense qu'un bon ministre de l'Intérieur doit de temps en temps, effectivement... C'est pas la définition de Nicolas Sarkozy, apparemment. Écoutez, j'ai pas vérifié dans son bouquin, mais c'est très marrant ce que vous dites, Monsieur Bouvard. C'est qu'on m'a rapporté que dans son dernier livre, Monsieur Sarkozy disait « Il faut plus de faire savoir que de savoir-faire ». Et moi, je dis dans ce petit bouquin, je pense qu'il faut plus de savoir-faire que de faire savoir. Alors, vous me direz, l'idéal est peut-être entre les deux, mais je pense qu'il faut quand même du savoir-faire, un peu de discrétion. Un ministre de l'Intérieur, ça ne doit penser qu'à sa tâche. Parce qu'il n'y a pas que la police, il y a les sapeurs-pompiers. Rappelez-vous, Jean-Pierre Foucault, on a eu un moment éprouvant tous les deux. Ah, c'est un pompier un de mes amis qui s'est fait... Décidément, l'émission aujourd'hui est un peu sérieuse. Un pompier qui s'est fait écraser sur l'autoroute alors qu'il combattait le feu. Ouais. Ah, et j'étais allé... vous avez retrouvé Jean-Pierre. Et il est aussi ministre des cultes, il est aussi ministre des collectivités locales, il est ministre chargé des libertés. D'abord, le ministre de l'Intérieur, il faut jamais l'oublier, c'est le ministre des libertés publiques. Voilà. Alors, c'est beaucoup de travail, il faut beaucoup d'abnégation, penser peu à soi et toujours penser aux autres et à l'intérêt général. Alors, une question personnelle, mais vous allez voir pourquoi. Vous êtes marié, Daniel Vaillant? Je l'ai été, je ne le suis plus, mais je pourrais l'être. Et quand vous étiez marié et ministre, est-ce que votre épouse venait au ministère? Non, mais je n'étais pas marié du temps où j'étais au ministère, mais ma compagne venait au ministère, bien sûr, mais elle était discrète. Est-ce que vous regrettez quand même parfois de ne pas avoir été suffisamment sécuritaire? Non, moi je crois que j'étais dans le bon équilibre, j'étais bien dosé, comme on dit. Simplement, il m'est arrivé d'avoir des problèmes avec la gauche de ma gauche, comme je dis dans le bouquin, mais je pense que j'ai fait ce qu'il fallait au niveau des lois, au niveau des moyens, surtout pour la police, au niveau, je dirais, de ma conception républicaine de la société, au service de la liberté, mais on doit vivre en sécurité, en tranquillité. Voilà. Je pense que quelquefois, à gauche, il y a toujours une petite tendance à penser que quand on est pour la sécurité, on est liberticide. Je ne le pense pas, parce qu'il n'y a pas de liberté sans sécurité. Quand les gens ont la trouille, personnes âgées ou jeunes, quand ils peuvent plus rentrer chez eux ou sortir le soir, parce qu'ils ont peur, ben ils sont pas libres. Voilà. Et donc moi, c'est aussi simple que ça, je suis de gauche, mais je suis vraiment résolument pour la sécurité des gens. Est-il exact que vous imitiez aussi bien Giscard que Mitterrand? On me l'a dit, et donc j'ai fini par le croire. Mais oui, Jacques Maillot le sait, parce qu'on a de temps en temps des dîners dans le 18e, quand je vais le voir à son spectacle. Et des fois ça nous arrive d'avoir il imite bien lui, très bien Jacques Maillot. Moi c'est le passé. Mais ça m'est arrivé effectivement de le faire, y compris devant François Mitterrand. Ah non, mais vous imitiez plutôt Giscard devant Mitterrand. Oui, enfin, j'aimais bien imiter Mitterrand devant Mitterrand, parce que il disait, mais je parle comme ça moi. Et imiter Giscard et Mitterrand devant Bouvard, vous l'avez fait déjà? Non, monsieur Foucault, car la France a besoin de gens sérieux. En tout cas, c'est un bel exemple de longévité politique. Monsieur Bouvard, qu'effectivement la France a besoin de gens sérieux, et je trouve qu'il en manque cruellement aujourd'hui. Est-ce que vous vous souvenez des chansonniers qui, lorsque vous étiez place Beauvau, susurraient à Daniel Vaillant « Rien n'est possible » ? Oui, mais la prescription, je leur en veux pas. Mais en fait, tout était possible pour le ministre de l'Intérieur. C'était beaucoup plus difficile pour les policiers, parce que, comme je le dis souvent, c'est pas le ministre qui se tape le travail sur le terrain, c'est pas le ministre qui est blessé ou tué quand on est derrière des gangsters, ce sont les policiers ou les sapeurs-pompiers. Donc un peu de discrétion pour les ministres et soutenir les policiers, les sapeurs-pompiers qui sont des militants, je dirais, de la sécurité des autres. S'il n'arrive rien, Dieu merci au ministre de l'Intérieur, encore que dans le passé, ils sont bien protégés, M. Bouvard. Des suicides dramatiques, c'est peut-être parce qu'il est très protégé. Dans le livre, vous dites que pendant tout le temps de votre mandat ministériel, vous n'êtes jamais sorti seul et qu'il y avait autour de vous 7 personnes.
C'est tout à fait vrai. Vous savez, il y a le chauffeur de la voiture, une voiture blindée. Quand on est un peu fort comme moi, faut rentrer dedans quelquefois un peu avec un chausse-pied. C'est dangereux d'être blindé en voiture. Pas tellement confortable. Vous avez le chauffeur, l'officier de siège qui est devant vous, et puis il y a une voiture derrière en général avec au moins 3 policiers, puis une moto avec des policiers en civil qui surveillent la portière au cas où vous soyez agressé. Et on me dit que M. Sarkozy en a encore plus. Donc finalement, c'est inversement proportionnel au poids du ministre de l'Intérieur. Oui, mais il est petit, lui. Moi, il impressionne moins, et donc il en faut plus autour. Ben voilà, vous avez trouvé la bonne formule. Bref, cela dit, il doit y avoir des moments de la vie privée où on trouve que ça fait beaucoup de monde, hein. Oui, mais enfin, c'est un choix. Vous savez, ça dure pas éternellement d'être ministre de l'Intérieur. La preuve, au bout de 20 mois, je suis parti. Et donc, j'ai retrouvé une forme de liberté, mais l'essentiel, c'est quand même, excusez-moi de vous le dire, c'est la liberté des autres, hein. Et donc, on peut, pendant 2 ans, 3 ans de sa vie, en plus, ça se passe bien. Vous savez, les policiers qui font ça sont des gars admirables. C'est pas évident de surveiller une personnalité, de la surveiller pour la protéger, pas nécessairement de la surveiller pour savoir ce qu'elle fait. Mais enfin, un ministre de l'Intérieur, faut mieux être sérieux, hein, je vous le dis tout de suite. Et quand vous rentrez place Beauvau, vous voyez la grille qui se referme le soir, il m'est arrivé de dire aux policiers qui étaient dans la voiture, bon, allez, on rentre à la centrale. Ah oui, c'est mieux gardé que la centrale de Borgo, hein. Ah oui, c'est-à-dire que oui, enfin, on sort moins facilement. Vous étiez volontaire pour l'incarcération quand même, hein. Je sais que quand Daniel Vaillant est venu au théâtre et qu'il était ministre de l'Intérieur, c'était juste après les attentats du 11 septembre. Donc il était très gardé, il y avait 3 voitures devant. Et il y avait beaucoup de policiers. Et avec cette hypocrisie dont vous parliez tout à l'heure, je suis allé voir les gardiens de la paix qui étaient stationnés place Blanche devant le Moulin Rouge. Et je leur ai dit, il y a 3 voitures devant le théâtre, si vous pouviez les faire déguerpir. Ils sont venus, et puis après ils sont venus me voir, ils m'ont dit, on peut pas, c'est des collègues à nous. Ah, mais ça veut dire qu'ils avaient... ils ont pas dit, c'est des policiers, c'est des collègues. Une citation politique soumise par M. Lucas, et là aussi il faut en identifier l'auteur, qui a dit que De Gaulle continue donc de suivre son chemin et sa vocation. Politique de gauche. Ah, il était peut-être un peu à gauche, celui qui a dit Edgar Faure. Ouais. Non. Ça serait Mitterrand, non? Non. Il est mort? Il est mort. Il y a longtemps? Ça fait quand même plus de 30 ans. Ça fait plus de 30 ans. Il avait été président de la République lui-même? Oui. Il a été... Coty? Non. Auriol? Non. Philippe Pétain? Non. Pompidou? Non. Giscard? Mais il il n'était pas français. Ah oui. C'est un étranger. Non, c'est un français. C'est De Gaulle lui-même. C'est De Gaulle lui-même. Bonne réponse de Jean-Pierre Foucault. Il se prenait pour Alain Delon. Il a souvent parlé de lui à la troisième. Oui, ouais. Ah ouais. Mais je sais que Giscard aussi, il se vous voit dans le privé. Une question sexuelle, il y en a de temps en temps, excusez-nous, mais c'est pas de façon malsaine que je les pose, mais parce que ça fait partie de la culture aujourd'hui. Oui, mais ça l'excite. Question de Monsieur Romain, qu'est-ce que les sexologues appellent le fétichisme tératologique? Ah, c'est les monstres. Oui. On aime les monstres. C'est aimer chez ses partenaires les déformations, les monstruosités. C'est bien parce que ça donne sa chance à tout le monde. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Prends le vrai, je vais encore sentir ta bosse. Vous voyez, c'est ça. Oh, quelle horreur. C'est la question qu'appelle le commentaire, c'est tout. Alors, un premier effet de la guerre qui, hélas, se profile à l'horizon, ça va détraquer les GPS. Ah oui. Comment je vais faire pour rentrer du bistrot? C'est quoi les GPS? Vous n'avez pas ça sur votre voiture? Ça permet de se diriger. Ah, c'est le guidage par satellite. Mais je sais pas m'en servir. C'est la dame cachée dans le coffre qui dit première à gauche, deuxième à droite. Mais la mienne, elle dit aussi fermez la portière, mettez la ceinture et tout. Ah non, ça c'est plus cher, il y a une option en plus. Moi je ne sais pas le faire marcher le GPS, vous savez vous? Non, je sais pas non plus, mais je sais que quand on l'a mis en action, et ça se termine toujours par et maintenant vous êtes arrivé. Ce qui est quand même me prendre pour un débile. C'est bien que si ça détraque les GPS, on va se marrer qu'on va prendre un taxi à d'autres temps, je rentre à Bagdad. Eh ben, figurez-vous que les tarifs des taxis de Bagdad se sont envolés, multipliés par 8 depuis hier, et surtout quand il faut aller dans les pays voisins. Les avions beaucoup moins bien. Beaucoup moins bien, oui. Les taxis, oui.
Mais alors, si les GPS sont détraqués, le Charles de Gaulle pourra jamais rentrer à Toulon, c'est pas... Ah ouais. On pourra jamais le ramener, ce bateau. Il va arriver à Cassis, il va défoncer le port. Oui, en plus. Ça va détraquer les GPS de nos voitures particulières. Oui. Donc on s'en sert plus à partir de... C'est-à-dire que vous verrez, ça ne rendra plus les mêmes services, parce que l'armée américaine qui contrôle les satellites à partir desquels s'exerce la surveillance du monde entier, elle va se réserver le GPS. Mais quelque part, Monsieur Bouvard, moi je me dis qu'on va plus être surveillé, qu'on va pouvoir aller où on veut sans que les Américains nous surveillent. Voilà. Et tous les marivolages, TTO hier soir chez la grande Lulu. Pourquoi? Parce que mon GPS est déréglé. D'ailleurs, le texte va changer parce que la personne dira dans la boîte, vous êtes vraisemblablement arrivé. Donc elle n'en est pas certaine. Dans le livre, il est question de campagne électorale, notamment de celle de Jospin, qui, selon votre mot, s'est terminée en séisme. Hein. Est-ce qu'aujourd'hui, la terre socialiste a fini de trembler? Bon, bah, écoutez, il y a toujours un peu des secousses, des petites répliques, mais je pense que tout ça va passer. Vous savez, bientôt l'année va s'être écoulée. Le 21 avril, c'est bientôt. On passe à une autre phase, et je crois que c'est honnêtement plus dur aujourd'hui pour Monsieur Raffarin et son gouvernement que pour les socialistes. Donc, ne nous plaignons pas trop. Faisons notre travail. Encore une fois, la gauche a plus de devoirs que de droits au regard de celles et ceux qui attendent d'elle. Alors, voilà, au travail. Vous allez faire la fête le 21 avril, il va y avoir un petit raout, un bal, quelque chose. Oh, bah écoutez, si vous me demandez, on va essayer de trouver une solution, on vous y invitera. Ce serait bien qu'il y ait une petite fête, non? Ouais. Honnêtement, vous, avant le congrès de Dijon, ce sera un bal perdu. Un buffet campagnard avec des chansons de campagne. Ça dépassait les problèmes de la gauche, je crois, le 21 avril. C'était plus profond que ça. Donc, je pense qu'on aura tous le 21 avril une petite pensée comme ça, en disant, moi je vais passer 2 jours à l'île de Ré. Ah, c'est bien, Jacques Maillot. C'est un bon climat. Il y a un bon climat. C'est bien fréquenté. Ah, il paraît. Mais ils avaient bien fait d'appeler ça l'atelier parce qu'ils ont fait que du bricolage. C'est pas faux, c'est pas faux. Il y a un passage dans votre livre qui tend à corroborer ce que vient de dire plaisamment Jean-Jacques Perroni, à savoir que vous, qui étiez ministre de l'Intérieur, vous n'avez pas, pour déterminer le programme de la campagne, été consulté sur les problèmes de sécurité. À mon avis, trop peu. Et puis, je le dis, donc avec la franchise qui normalement, quand on écrit un bouquin, bon, on se livre un peu, on n'est pas là en train de manier la langue de bois ou d'être trop prudent. Je dis effectivement que c'est des questions sur lesquelles j'ai apporté un peu plus tardivement ma contribution, que Lionel Jospin d'ailleurs a repris, et on a bien travaillé de ce point de vue, mais disons que j'étais vraiment le ministre de l'Intérieur et je m'occupais de ma fonction ministérielle et peu de la campagne, c'est vrai. Il y a un passage très gentil sur votre successeur, Nicolas Sarkozy. Vous dites que vous le trouvez sympathique, adroit, mais très à droite. Ça, oui, je crois que c'est pas faux. J'espère pour lui c'est une forme de compliment. Ah oui, bien sûr. Bon, il l'a jamais caché, hein. Mais il a été très cordial avec vous, notamment au moment de la passation des pouvoirs. Oui, moi je l'ai été aussi. Hein. Je lui ai donné tout ce que je savais. Pour qu'il fasse bien son travail. Je crois qu'il en fait des fois même un peu trop. Est-ce que vous lui avez donné l'adresse d'Yvon Colonna? Oui. Non, mais à mon avis, il la connaissait mieux que moi. Est-ce que vous lui avez donné le dossier DRG sur Philippe Bouvard? Vous savez, le gros dossier que vous aviez dans votre bureau. Alors, je vais essayer de vous rassurer, parce que je vois bien qu'il y a toujours... par rapport à cette question de l'homme de l'intérieur... Qu'est-ce qu'il sait sur nous? Voilà. Eh bien, je vais vous rassurer, en tout cas de mon temps, rien concernant la vie privée, les déplacements des uns et des autres. Heureusement. Vous allez pas nous faire croire ça. Vous avez l'air déçu, monsieur Coff. Eh ben, c'est gros, ça. Je suis désolé de vous décevoir. On sait quand un homme politiquement, c'est quand ses lèvres bougent. J'avais des fiches, mais concernant des procédures, notamment concernant des problèmes qui se sont posés, ça peut arriver, mais je puis vous dire jamais concernant la vie privée des autres hommes politiques, des artistes, des journalistes, et heureusement le temps est révolu où effectivement le ministre de l'Intérieur avait des fiches croustillantes sur les uns et sur les autres, parce que ça, c'est pas le ministre des libertés publiques et individuelles. Hein. Même rien, vous n'aviez rien sur Chirac
Non, rien du tout, du tout. Oh, écoutez, si je les avais eus, les aurais eus aussi. Ouais. Alors, il y a une chasse aux extraterrestres. Bon, je sais que ça va vous faire sourire. Et pourtant, c'est très sérieux. Et aujourd'hui, des scientifiques extrêmement crédibles collectent toutes les preuves qu'on peut avoir. Et il se trouve que parmi ces scientifiques, il y a Elisabeth Piotla. Bonjour madame. Bonjour. Ingénieur en informatique, et vous dépendez de la faculté d'Orsay. Oui, c'est ça. Vous vous êtes penché, mais sérieusement, sur la chasse aux extraterrestres. On peut pas le faire autrement. Oui, on peut voir ça comme ça. Donc voilà, je représente en France une association qui s'appelle la SETI League. Donc est une association internationale basée aux États-Unis et avec des antennes dans plus de 50 pays en fait. Mais actuellement, on peut dire que l'activité en matière de recherche d'intelligence extraterrestre, c'est un autre projet qui s'appelle SETI at Home. Il y a des scientifiques donc, qui ont pu utiliser la grande antenne du radiotélescope d'Arecibo pour vérifier certains signaux. Mais il n'y a pas que la vue, il y a aussi l'ouïe. Hein. On est très attentif au bruit qui pourrait venir d'ailleurs. Voilà, il faut bien distinguer les choses, c'est-à-dire que des soucoupes volantes, j'y crois pas trop. Dans les bistrots, des soucoupes volées, moi alors. Oh là là. Ah oui, c'est là. Mais vous en avez vu, vous, des extraterrestres? Non, j'y crois pas. Je veux dire, je les écoute. Ah bon, vous les écoutez? Est-ce qu'ils pètent? Ah. Faudra analyser le son et voir à quoi ça serait vraiment intéressant parce que là... La propulsion par le gaz n'est pas exclue, hein. C'est possible. Oui, mais c'est pour ça, pour la propulsion, les distances sont tellement grandes dans l'univers que je pense pas que ce soit demain la veille qu'un extraterrestre décide de traverser la galaxie. En général, ceux qui pètent, ils viennent d'Uranus. Madame, je suis vraiment confus, vous savez. Oui, madame. Il y a des bavures de temps en temps chez nous aussi. Oui. Vous êtes fonctionnaire. Voilà, on peut voir ça comme ça. Bon, donc j'imagine que si c'était pas sérieux, vous ne perdriez pas à la fois votre temps personnel et l'argent du contribuable. Alors, je tiens à bien séparer les choses, c'est-à-dire que mon métier n'a rien à voir, c'est-à-dire que je représente une association, donc c'est purement associatif. J'essaye tant bien que mal de séparer les deux. Oui. Il y a eu des recherches en France au radiotélescope de Nancy. Donc ça, c'était vraiment, on pourrait dire, avec l'argent du contribuable. Mais aujourd'hui, il y a des astronomes qui aimeraient bien poursuivre ces recherches. Qu'est-ce qui finance maintenant les marchands de farce et attrape? Non. On n'en est pas loin. Le CNRS va manifester demain parce que le budget de la recherche est en chute libre. C'est vrai que ça sert pas à grand chose. Si le budget de la recherche sert uniquement à essayer de trouver des extraterrestres, c'est un peu embêtant, non? Oui, mais ils cherchent à bien d'autres choses, bien plus sérieuses. Vous n'arrivez déjà pas à trouver Colonna. Ne serait-ce que sur le plan médical et... Vous savez qu'il y a des extraterrestres qui se sont posés sur le château de Star Academy, ils sont repartis en disant c'est pas la peine, il n'y a aucune forme de vie là-dedans. En fait, ce qu'on recherche, c'était surtout de l'intelligence. Donc, oui. Mais est-ce qu'il y a des extraterrestres qui ont vu Jean-Claude Bourret? Je sais pas, certainement l'inverse. Est-ce que dans votre dossier, ce sera ma dernière question, madame, est-ce qu'il y a ces photographies qui montrent, souvent dans la campagne française, des cratères qu'on n'avait pas vus la veille, et c'est pas Vulcania là, hein, c'est dans un champ l'empreinte supposée d'une soucoupe volante? Vu le prix que coûte le voyage, alors soit c'est des extraterrestres très farceurs qui vont dépenser des milliers d'argent, des milliers de francs, d'euros ou de je ne sais quelle monnaie galactique juste pour venir en France faire des dessins dans les prés. Donc moi ça m'intéresse pas du tout. Pour moi c'est du folklore, on peut voir ça comme ça. Ce qui m'intéresse c'est vraiment la recherche, l'écoute de signaux radio. Alors, ou bien c'est du folklore, et là vous perdez votre temps, ou bien il y a vraiment des extraterrestres qui sont venus, et puis ils sont repartis parce qu'ils nous ont jugés sans intérêt. Oui, c'est vrai qu'il y a une célèbre bande dessinée qui s'appelle Calvin et Hobbes, où il dit la meilleure preuve
qu'il existe de l'intelligence dans l'espace, c'est qu'aucun ne soit venu nous rendre visite. Bien, ben merci madame, je vous dis pas bon courage parce que là on est dans la virtualité totale, mais ça mérite quand même un coup de chapeau. Nous avons eu parmi nous 2 candidats à la mairie de Paris, Jean-Pierre Coff qui est là, mais aussi Jean-Yann, qui n'ont pas été au bout de leur projet. C'est dommage d'ailleurs, parce que si ils s'étaient présentés, on aurait vu comment les électeurs parisiens réagissaient devant ce qu'on peut bien appeler un programme malhonnête. Écoutez, c'était voilà plus d'1 an. La mairie de Paris, vous rigolez, moi j'en croquerais bien un peu. Moi je vous trouve très injuste. Je vous trouve très faux cul, et moi je ne le suis pas, et je le dis. Moi je ne suis honnête que parce qu'on m'a rien proposé. Et si on m'en propose à la mairie de Paris, je prends, et à la recherche sur le cancer, je prends, et j'étais trop jeune pour être collaborateur, sinon je me serais goinfré. Quel est, demande Monsieur Félix de Poitiers, le seul point de la Constitution française qui ne puisse faire l'objet d'une révision? Je pense que c'est l'article 1. Qui dit la République est une et indivisible. Oui, voilà, oui, oui. Voilà. C'est le régime républicain qui ne peut pas être remis en cause. Ça me semble une bonne chose. Oui. Et qu'on ne puisse pas toucher l'article 1, au moins. Là, on n'y a pas touché pendant le congrès, hein. Ah, nous, on a fait tout autre chose. On a touché d'autres articles. C'était quelquefois très bien inspiré. Je pense au mandat européen de justice qui va permettre, sur l'ensemble du territoire européen, de pouvoir faire des recherches pour retrouver des gens que la police ou la justice recherche. Et puis il y avait des modifications ayant trait à la décentralisation. Là c'est plus compliqué, et puis j'ai peur que ça fasse un peu plus d'impôts locaux. Et donc là, ça voilà, ça c'est le gros argument. C'est le gros argument. Mais il y en avait un qui avait disparu, vous avez retrouvé, c'est Jospin. Ah oui, ça, il n'y a pas de problème. De ce point de vue, il est bien vivant. Est-ce que vous avez fait votre courrier pendant le congrès, comme tous les députés, les sénateurs, avec les timbres? Avec les timbres. Ah, bon, honnêtement, j'ai fait ça au début, dans les années 88, mais là, maintenant... C'est un peu pénible, je trouve. On a quand même d'autres chats à fouetter. Dites donc, vous êtes un éléphant du Parti Socialiste. Vous faites l'état de mon tour de taille? Non, pas du tout, à votre importance dans l'appareil, parce que là, les députés thaïlandais ont voté 22 millions de bahts, c'est la monnaie locale, pour permettre aux éléphants de trouver un emploi rentable et leur éviter de venir mendier en ville comme ils faisaient, en prenant de gros risques, étant donné la circulation. Et est-ce que les éléphants socialistes viennent mendier en ville, alors? les éléphants thaïlandais. Ah oui, mais les Thaïlandais, c'est pas des éléphants roses. Ah non, les éléphants roses, c'est ceux que voit Péroni, généralement le soir. Ça dépend, il y a les gros rats bleus aussi. et les truites au plafond. Ah, jamais encore. Vous souvenez-vous, Daniel Vaillant, à la suite de quoi fut créée la Ligue des droits de l'homme? Oh, c'est l'affaire Dreyfus. Exactement. Bonne réponse de Daniel Vaillant, et c'était en 1898. Et savez-vous, pour répondre à Madame Natier de Dieppe, avec qui le général de Gaulle partagea son bureau en 1925? Avec Pétain. Avec Pétain, oui. Oui, exactement, avec Pétain. Et d'ailleurs, je crois que c'est Pétain qui a été le parrain de son fils Philippe, l'amiral, dit Sostène. Voilà. Eh ben, c'est une bonne réponse de Daniel Vaillant et des autres. Jean Dutour, bonjour. Une question biblique, et c'est le Nouveau Testament. Question de Madame Bourbin d'Évreux. Une seule fois, le Christ a écrit. En quelle occasion? Il a écrit sur le sable. Oui, exactement. Et qu'est-ce que c'était? La Redoute. Là j'ai un trou, là. Je sais qu'il a écrit sur le sable. Exactement. Bah écoutez, écrit en quelle langue? En latin? En arabien, évidemment. En arabien. Il a écrit... pour qu'elle revienne. Non, c'était les péchés de la femme adultère. Voilà, c'est ça. Mais enfin, vous avez donné le support, comme on dit, le sable, avec son doigt, bien sûr. Moi, c'était avec un bâton.
Avec un bâton. Ouais. En faisant pipi, non? Moi, j'ai le doigt, mais mettons qu'il y avait un bâton au bout du doigt. Hein? Oh, ben souvent. S'il avait un bâton au bout du doigt, c'est qu'il a écrit en faisant pipi. Oui. Non, c'est une bonne réponse, hein, monsieur Dutour. On ne s'y trompe pas. Comme vous dites, vous devez donner le support. Et une question de monsieur Bourrin. Dans les registres paroissiaux, et ça remonte à l'époque où les prêtres tenaient l'état civil, Oui. quelle était la signification de la mention SH? Ça doit vouloir dire 100. 100, exactement. Sans homme. Non, mais c'est pas loin. Sans homonyme. Sans habitation, sans... Non, non. Sans hérédité. C'était un peu péjoratif, hein, je vous le cache pas. Sans honneur. Sans honneur. Sans honneur. Alors, qui est-ce que ça pouvait concerner, monsieur Dutour? Les enfants naturels, évidemment. Exactement, exactement. C'est une bonne réponse de Jean Dutour, aidé par Bernard Mabille. Merci Bernard. Je vous laisse à vos œuvres complètes, qui heureusement d'ailleurs ne le sont pas, J'espère bien. et à vos charentaises qui Un ont... bel avenir derrière moi, non? à vos charentaises qui ont bien de la chance de vous accueillir tous les jours, hein. Mais moi aussi d'ailleurs. Hein. À demain. À bientôt. Il y aura le 18 avril une journée nationale de la courtoisie au volant. Non, vous y croyez pas, Daniel Vaillant? Oh ben si, je trouve que plus on est courtois, mieux c'est, parce que là actuellement c'est souvent un peu tendu. Et puis aujourd'hui, conduire une voiture, c'est pas facile. Hein. On a des fois le sentiment que quand on monte dans sa voiture, on prend plus de risques de voler le sac d'une vieille dame. Vous trouvez pas? Ça va donner quoi, la courtoisie au volant? Va te faire enculer, s'il te plaît. Je vois pas bien le... Non, mais il y a un questionnaire, là... Madame Connasse. Oui, Madame Connasse. Permettez-moi de vous dire que vous êtes une salope. Klaxonnez-vous pour manifester votre impatience? Ah, ouais. Alors que c'est interdit, hein? Ah oui. Jamais. Jamais. Ouais, bon, Est-ce que vous injuriez les autres conducteurs? Ah, jamais. Jamais. Pour les gens qui avancent pas, j'ai une insulte habituelle, c'est « pousse-toi, allez-y ». Le mec qui te double, vas-y monsieur Paul. Et la vieille qui traverse trop lentement, elle est même au trottoir, ça te rappellera ta jeunesse. Ah, c'est distingué tout ça, hein, monsieur Vaillant? J'apprends beaucoup. Est-ce que vous faites des queues de poisson? Jamais. Si, au courbouillon. Mais la queue de poisson, c'est quand même le réflexe assez salutaire de quelqu'un qui, après avoir dépassé, se range. Bien sûr. Hein, reprend Faire plus ou moins vite. Voilà. Oui. Ça dépend à quelle vitesse vous roulez. Si vous roulez vite, il n'y a pas de queue de poisson. Est-ce que vous stationnez parfois sur les places réservées aux personnes handicapées? Toujours. Moi, toujours. Ah oui, ça j'aime bien parce que il y a que là que c'est libre. Puis il y en a de plus en plus maintenant. Moi je conduis pas, mais je dis à ma femme, fous-toi sur la place handicapée, puis je sors en boitant. Ça cloue le béni à tout le monde, ça. C'est ce que je fais. Je boite. Bah oui. Heureusement, vous ne conduisez pas, vous, monsieur Perroni. Non. Pas du tout, tu conduis pas du tout. Non, j'ai jamais eu le permis. Savoir conduire. J'ai choisi, moi. Non, mais ça m'a jamais intéressé. Est-ce que vous considérez un camion qui fait une livraison comme un obstacle insupportable? Toujours. Ah oui, ça. En général, j'écrase, parce que vu le mec... Toujours embêté par les travailleurs, c'est vrai, c'est effrayant. Hein, non, ce qui est un peu agaçant, c'est quand vous voyez un camion ou un taxi qui est arrêté au milieu d'une rue, alors qu'il y a une place libre pour se ranger sur le côté. Ouais. Mais si vous dites quelque chose, il vous répond « Eh, moi je travaille hein. ». Et là, il faut répondre bien fait. Bon, bah écoutez, je crois que vous n'êtes pas concerné par cette campagne. Non. Vous n'êtes pas du tout courtois. Non. Mais peut-être que la bonne conduite ne va pas sans bonne éducation. Ah, ça c'est le maître mot, monsieur Bouvard. L'éducation d'aujourd'hui, c'est la sécurité de demain, qu'elle soit routière ou sur un autre sujet. Voilà, il faut éduquer nos enfants. Mais qui voulez-vous faire ça? Qui peut faire ça, monsieur le ministre?
Enfin, d'abord, les parents, ils travaillent d'abord, ils n'ont pas le temps. Bien fait. Vous ne pouvez pas dire à un couple, vous vous occupez pas de vos enfants, ils vous répondent, je travaille, donc... écoutez, les parents ont toujours travaillé, alors il faut effectivement... Non, avant il y en avait qu'un qui travaillait, c'est ça le problème. C'est possible, mais d'abord il faut peut-être qu'effectivement ils travaillent moins, mais je ne veux pas avoir des propos ici d'une nature politique, c'est pas l'objet. Donc quand même réduire un peu le temps de travail, si vous voyez ce que je veux dire, et puis effectivement faire passer l'éducation parentale, l'éducation nationale, l'éducation dans la vie de tous les jours, d'abord, parce que vous savez, je dirais, on peut pas toujours demander à la police et à la justice de régler les problèmes. Ah non, mais je crois que c'est très difficile, c'est un problème sur lequel personne ne se penche, l'éducation. Et le civisme. Écoutez, l'éducation, ceux qui sont, apparemment, on en donne, et il y a de bons résultats, puisque vous parliez tout à l'heure de Star Academy. On a interrogé des jeunes entre 12 et 18 ans pour savoir quelle était leur ambition suprême. Le vecteur de la musique. Non, ils ont dit qu'ils préféreraient être prix Nobel plutôt que président de la République, mais on peut parfois être possible que les deux aller ensemble. Et qu'ils aimeraient décrocher le bac plutôt que d'être enrôlés dans un Star Academy. Ah bon? Donc c'est bien, il y a notre espoir n'est pas perdu, donc. Non, il y a une prise de conscience, hein. Mais c'est vrai ce que dit Jean-Pierre, les parents qui travaillent se handicapent. Moi j'ai des copains corses, leurs enfants sont très très bien élevés parce que leur père travaille pas. Toujours à la maison. Et ben ça fait des gosses vachement bien élevés. Est-ce qu'il vous arrive de donner des galas en Corse, monsieur? On me l'a proposé, mais j'ai refusé. Vous êtes prudent. C'est-à-dire qu'il aime pas aller jouer à l'étranger. Une question de Madame Moreau. Qui a terminé, après la mort de Wagner, l'opéra qu'il avait commencé, Wieland le forgeron? André Verschuren. Oui. Ah, c'est intéressant. Vous pouvez peut-être même le replacer dans un dîner en ville. Qui a terminé Wagner? Oui. Un grand admirateur de Wagner, mais qu'on n'attendait pas irrésistiblement dans cet emploi. Adolf Hitler. Adolf Hitler. Ouais. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. C'est un opéra qui a fait fureur. Question de Madame Doyen de Paimpol, qu'est-ce que la pommelière? Pourquoi vous me regardez? Parce que tu dois avoir la réponse. Voilà, j'attendais de vous la réponse. Ça se mange. Ça se mange. Mais j'ai compris tout de suite que je m'étais trompé de porte. Un champ de pommiers? Pommelière, c'est où on met sécher les pommes? Non. Non. C'est un rapport avec les pommes? C'est un rapport avec les cannes sur lesquelles on s'appuie? Pas du tout. C'est un rapport avec un fruit? Non. Un rapport avec un cheval? Pas un cheval. Un âne? Pas un âne. Un mulet? Pas un mulet. Une jument? Pas une jument. Une vache? Une vache. Ah, voilà. Qu'est-ce que la pommelière par rapport aux vaches? C'est pour empêcher les vaches de manger les pommes dans les champs? Non, ça serait trop simple. Et c'est un truc de cul? Non. C'est dans l'appareil digestif de la vache pour ruminer? Pour ruminer, oui. Non. C'est extérieur à la vache? C'est la tétine? C'est d'abord extérieur à la vache et ça devient intérieur à la vache ensuite. Et ça c'est pas le tabouret sur lequel on s'assied pour la traire. Non. Ah, vous prenez un tabouret, vous, pour... Ah oui, un tabouret à un pied. Le pied, on le met sur la terre. Non, exactement. C'est les spermatozoïdes du taureau, si ça vient. C'est l'insémination artificielle. Mais non, c'est pas, ils veulent pas que ça soit du cul. C'est pas du cul, là, c'est médical. C'est l'insémination artificielle. C'est médical, la pommelière. C'est médical. C'est une maladie de la vache? Oui. Et laquelle? La vache folle. Non, c'est quand elles ont quand elles ont mangé trop de pommes, qu'elles gonflent, c'est trop tard. Non, une maladie contagieuse. La fièvre afteuse. Non, une maladie d'ailleurs dont l'homme souffrait souvent. La tuberculose. Exactement. La tuberculose de la vache, c'est la pommelière. Alors, monsieur Coff... Mais moi, je suis pas vétérinaire, mon vieux. C'est marrant, mais il a quand même un grand tube en verre pour souffler dans le cul des chevaux. Non, mais enfin, vous avez tellement multiplié les coups en vache que je pensais que vous connaîtriez ça.
pas de méchanceté comme ça gratuitement. Vous vivez à la campagne, vous êtes entouré d'animaux, de vaches, de paysans. Vous n'avez pas de vaches? Non, j'aimerais bien parce que j'adore traire. Ah bon? Ah oui. Mais des vaches. Ça vous changerait des routiers. Mesdames, messieurs, vous avez un exemple d'indique devant un ancien ministre de l'Intérieur qui garde encore beaucoup de contacts dans la grande maison. Et ben voilà comment on ragote, comment on présente ses amis. Il se tape des pompiers. Des pompiers et des routiers, si vous voulez d'ailleurs. Ah, vous me le paierez, ça. Parce qu'il est capable de faire la même chose devant Sarkozy, je vous le dis tout de suite. Hein. Une question qui est passée par Internet. C'est pas un pompier qui l'étouffe. De Monsieur Rousselet, de Pompignac. C'est une question apparemment artistique, hein, Monsieur Rousselet? Absolument. Vous la posez aux grosses têtes. Bonjour Monsieur Bouvard, bonjour à tout le monde. Bonjour. Bonjour monsieur. Oh, vous êtes alsacien, vous, non? Oui, sûrement. Ah, c'est bien ça. Sûrement. Bon, voilà. Ouais. Alors qu'il était militaire, sur quoi Charles Trenet a-t-il écrit les paroles de la chanson « Je chante » Sur sa capote. Ah non, je le sais. Sur son livre militaire? Non. Sur sa chemise? Non. Sur son colonel? Ça aurait pu. Ah, sur sa... À l'intérieur de son képi? Non. Sur sa fiche de solde? Non. Non. Il était au Newf. Il a écrit ça en cellule. Sur les murs de la cellule. Sur les murs de la cellule. Ah, Monsieur Rousselet, quelle tristesse, hein? Oh, pas tant que ça quand même. Bah oui, mais enfin ça leur rapporte rien et ça vous coûte 300 €. Alors vraiment, hein? Eh ben tant pis. Bon, bah écoutez, on va pas se fâcher pour ça, hein? Absolument Vous pas. connaissez les paroles de la chanson? Pas trop, non. Ah bon, mais vous chantez pas, vous? C'est pas trop mon truc. Ah, c'est quoi votre truc? Est-ce que vous avez un gros camion? C'est pas les routiers comme Monsieur Coff. Désolé. Ah, il est au courant, hein? Vous avez évité le pire, mais vous n'avez pas gagné. Il n'a pas évité le pire, parce qu'avec moi, c'est pas le pire. Quoique. Oh, ça va, vous, hein? Bon, merci, Monsieur Rousselet. Question de Monsieur Gentil. Que veut dire l'expression « recevoir la barrette » Ah, c'est... pour les curés. Pour les curés. Non, chez les prêtres. Les curés. Par les curés. Les bonnes sœurs. Par les bonnes sœurs. Non, les moines. religieux. Les cardinaux. Les cardinaux, les cardinaux. oui. Et ça, vous auriez pu imposer la barrette quand vous étiez ministre de l'Intérieur et donc ministre des cultes, puisque je crois qu'en Alsace... Dans le cadre du Concordat, c'est encore d'actualité. Voilà. Mais vous savez, c'est pas facile d'imposer quoi que ce soit aujourd'hui aux églises. Bon, ça c'est vrai. La barrette de shit. Ouais. non, la barrette c'est le petit chapeau de cardinal, et c'est une bonne réponse de Jean-Pierre. C'est un très joli petit chapeau, d'ailleurs. C'est très saillant comme chapeau. Oh oui, une question de Madame Petit pour Jean-Pierre Coff, s'il est là, il est là. Qu'est-ce qu'un endocarpe lignifié? Pourquoi les questions faciles sont toujours pour Coff? C'est vrai, franchement. Je te l'intesterai pas. C'est un morceau de viande. Non. Non. Poisson, la carpe. Non. Un endocarpe lignifié. C'est un os? Est-ce que c'est dans ma main? Un os? Non. Est-ce que c'est dans ma main? C'est un végétal. C'est d'origine végétale. C'est du fenouil. C'est du céleri? Non. Si vous aviez fait un peu de latin... Carotte. J'en ai fait du latin, mais si ça a à voir avec la cuisine... Salade. Ça se mange en salade. Non. Ça se râpe. Non. C'était un légume fossilisé, non? Non, pas du tout. Non. La nature l'a voulu ainsi, et il n'y a qu'à vous regarder pour se souvenir qu'elle fait bien les choses. Mais c'est pas très comestible. C'est la manite phalloïde? Non. Ça ne sert à rien, alors. Si, ça a un autre usage que celui de nourrir l'homme. Ah, ça nourrit le bétail.
Non, le bétail n'en veut pas non plus. Redites-moi voir ce que c'est. Le nom pour l'endocarpe. L'endocarpe lignifié. Alors lignifié, ça veut dire qu'il y a du bois, donc. Exactement. Voilà, ouais. Ça vient de lignis, le bois. Et l'endocarpe, le suffixe, vous le retrouvez dans de nombreux mots qu'il doit vous arriver d'utiliser. Endo, c'est à l'intérieur. Endoscopie. Oui. Voilà. Lignifié à l'intérieur, c'est pas alors du palmier? Non. Le cœur de palmier. Le cœur de palmier. Oui, ça se mange. Ah, bah, vous voyez, avec. Moi, je suis un homme d'intérieur, vous savez. Bravo. Alors après, il y a la carpe, ou le carpe. Ouais, non, là, la carpe, elle a rien à voir là-dedans. Ni le lapin. Bon, très bien. Alors, c'est pas Ah, bah oui, alors là. Eh bien, Madame Petite-Bayeux va toucher le salaire de sa culture, 150 €, car l'endocarpe lignifié, c'est un noyau de fruits. Ah, on a bien fait de venir, tiens. Cela dit, c'est rare qu'on dise, tiens, crache l'endocarpe lignifié. Vos cerises à l'eau de vie, est-ce qu'elles ont l'endocarpe lignifié qui a été enlevé? Tu mets de l'endocarpe lignifié, toi, dans ton clafoutis ou pas? Tu laisses les endocarpes lignifiés. Dans un bon clafoutis, il faut laisser les noyaux. Les endocarpes lignifiés, s'il vous plaît. Et pour faire un fond de tarte, on met quelques endocarpes lignifiés d'abricot. On peut le faire, on peut le faire, pour éviter que la pâte se lève. Oui, oui. Or, vous, Monsieur Foucault, vous connaissez bien ça, puisque vous avez un doigt dans chaque tarte, hein. On ne peut rien vous cacher, oui. On peut rien vous cacher. Comment ça marche, petite industrie? Pas trop mal, je vous remercie. Pas trop de gagnants? Pas trop de gagnants, non, ça va. Vous êtes venu d'ailleurs, je suis venu, c'est bien chauffé chez vous, oui, hein. J'ai remarqué, hein. Ah oui. Il y a quelques petites tables, vous avez été extrêmement brillant, je tiens à le dire. Vous avez répondu à toutes les questions, même les plus bêtes. C'est tellement inconfortable que j'avais envie de partir. Oui, mais il faut sauter. Oui. Pour partir. Mais en vous voyant comme ça entouré de flammes, je me suis demandé si vous étiez animateur ou rôtisseur. Les deux, mon colonel. Non, mais il a une petite clinique très très bien achalandée. Et comme vous le disiez justement, dans ce métier, pour réussir ou participer, puisque c'était votre position... Il faut coucher. Il faut coucher, oui. Dès que vous arrivez chez Jean-Pierre, on vous allonge. Ça devait pas vous embêter, ça. C'est pas la position qui vous est la plus désagréable, que je sache. Ça dépend. Que l'infirmière est extrêmement courtoise. Très courtoise, simplement, elle vous pose un tas de petits sparadraps. Oui. Alors bon, au départ... Ce sont des capteurs, oui. Oui, mais enfin, il y a des sparadraps. C'est la matière première de votre émission. C'est pas la culture, c'est le sparadrap. Et sur votre beau torse poilu, ça a dû... Et ben voilà, quand on récupère les capteurs pour le candidat suivant, on vous arrache les poils. Et ben vous n'avez qu'à vous faire épiler. Ça, c'est élégant. Faites-vous épiler. Je vous enverrai la dame qui me fait ça. Pour terminer, l'ultime citation. Et c'est une citation envoyée par Monsieur Besançon, qui a dit « Sans les lavements, je n'aurais pu supporter l'existence et j'aurais abrégé mes jours. » Louis XIV. Non. Marcel Proust. Non. Fontenelle. Non. C'est un homme célèbre. On savait qu'il prenait un lavement tous les jours, mais on savait pas à quel point c'était vital pour lui. Giscard d'Estaing? Non. C'est un homme mort, évidemment. C'est un homme mort. Jean 23? Non. Un militaire? Mort il y a très longtemps. Il est mort il y a un peu moins de 2 siècles. Un peu moins de 2 siècles. Il était un Français? Oui. Voltaire? Ah non, oh non. Non, c'est un homme qui avait une petite santé. D'ailleurs, il est mort assez jeune. Hein. C'était un ecclésiastique? Un écrivain? Il a laissé un livre entièrement dicté, mais qui est un best-seller. Un militaire? Saint-Simon? Non. Napoléon? Napoléon, ouais. Exactement. Et oui, qui avait dicté le code civil, et surtout à Lascaz, à Saint-Hélène, parce que là, ils avaient le temps. C'est une bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Merci à Daniel Vaillant d'être venu
nous parler de la sécurité, priorité à gauche, et puis de toutes sortes de sujets qu'il n'avait peut-être pas abordés. Avec une préface de Pierre Perret, vous avez vu? Avec une préface de Pierre Perret, j'ai vu. Petit clin d'œil. Et toutes sortes de sujets qui ne sont pas habituellement traités par un ministre de l'Intérieur. À demain! Philippe Bouvard officiel vous remercie de votre fidélité et vous